Faut-il être confiant? Faut-il être optimiste pour l'avenir du football? Aujourd'hui, on parle du futur de notre sport préféré avec deux invités. Hey, j'espère que vous allez bien et j'espère que votre équipe préférée va bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Et comme ça fait longtemps, aujourd'hui, on va faire les choses bien, très bien même, avec deux invités de qualité qui vont vous parler du thème du jour, l'avenir du football. Et c'est vrai que sur la chaîne, j'ai déjà mentionné cette question-là dans une vidéo qui s'appelait « Comment stopper le déclin du football ». J'avais parlé d'une proposition aussi dans une autre vidéo qui consistait à limiter le nombre de joueurs par effectif pour que les meilleurs joueurs soient mieux distribués dans les équipes et que le niveau soit plus homogène. J'avais parlé aussi de la Super League. Bref, vous connaissez certaines de mes opinions qui sont en lien avec l'avenir de ce sport qu'on aime tant. Raison de plus pour donner la parole à d'autres personnes aujourd'hui, d'autres personnes que j'apprécie, dont j'apprécie le contenu, dont j'apprécie les vidéos. Max, dans Max The Foot, et Michael de Talk My Football. On commence avec Max, à qui j'ai demandé de choisir, c'est la même chose pour Michael, de sélectionner un aspect relatif à l'avenir du football et à eux de me dire s'ils étaient optimistes par rapport à cet aspect-là ou pessimistes. Salut Elias et salut à tous. Alors comment je vois l'avenir du foot? Je suis optimiste sur le fait que cette industrie ne va pas disparaître, mais j'ai peur qu'à terme elle finisse par imploser à cause, je dirais, d'une certaine lassitude de certains fans de foot dont je fais partie. Je m'explique. En tant qu'observateur, je commence à sortir de plus en plus de phrases comme un vieux réac, du style « mais qu'est-ce que le foot est en train de devenir ?» Quel message et quel exemple on est en train de véhiculer entre l'explosion des transferts, des agents qui prennent le contrôle de la carrière des joueurs, qui eux on dirait n'ont quasiment plus leur mot à dire. Bref, ça reste mon sport préféré, mais aujourd'hui je dois le dire, je suis inquiet. À commencer par ce que va devenir la Coupe du Monde. Comme vous le savez, on vient de disputer au Qatar la dernière Coupe du Monde à 32. Désormais, il n'y en aura plus, on va passer à 48. Et je trouve ça bien dommage parce que, par défaut, le format à 32 était peut-être le meilleur. Et c'est celui, je trouve, qui gardait le meilleur équilibre entre le fait d'être suffisamment inclusif des 5 continents, tout en conservant le prestige de la compétition, à savoir ne pas rendre les qualifications trop simples. Et personnellement, hormis quelques contacts que j'ai en Afrique, et bon, sans les approuver, je les comprends, j'ai jamais croisé personne qui détestait le format à 32. Il y a peut-être certains qui préféraient le format à 24, mais comme je vous l'ai déjà dit sur ma chaîne, le système des meilleurs troisièmes, je suis pas vraiment fan. Alors pourquoi on l'enlève? Pourquoi on passe à 48? Certainement pas pour rendre le rêve plus accessible comme la FIFA le dit, parce qu'en fin de compte, le format, il s'en fiche. La preuve, c'est qu'on vient de constater durant le mois au Qatar que les phases de groupe étaient tellement exceptionnelles que Gianni et ses amis ont décidé finalement d'éradiquer les groupes de 3 prévus pour le mondial à 48 dans 4 ans, enfin dans 3 ans maintenant, et garder les phases de groupe à 4. Mais enfin, je sais pas, ça vous fait pas tilter, vous? J'entends par là le fait qu'ils aient même pas discuté du format avant même de décider qu'il fallait passer à 48 équipes. C'est symbolique, hein? Ça illustre parfaitement le fait que la FIFA, comme les dirigeants actuels du football, quels qu'ils soient, n'en ont rien à cirer de l'aspect sportif. D'ailleurs, dans la même logique, le Qatar a été désigné comme pays hôte, mais après coup, ils se sont aperçus que, ah, zut, il fait 45 degrés en été, qu'est-ce qu'on fait? C'est après avoir désigné le Qatar qu'ils ont décidé de jouer à la Coupe du Monde en hiver. Donc les conditions dans lesquelles les joueurs évoluent, le fait qu'on interrompe la saison de football, qu'on se dépêche de finir tous les matchs de phase de poule, de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de conférence, en forçant vraiment sur les corps des joueurs pour interrompre la saison comme ça on s'en fiche. Tout ce qui compte pour eux, comme diraient les inconnus, c'est d'avoir les sous-sous dans la popoche. Et une fois qu'ils ont les sous-sous dans la popoche, qu'est-ce qu'ils recherchent? Le pouvoir. Avoir la main mise sur tout. Tenir ses ennemis par le menton. Regardez ce qui se passe à la Fédération Française de Football en ce moment. Vous avez vu un peu le bordel? Et comme dirait Romain Molina qui fait un excellent travail là-dessus, la soupe est bonne, Ah oui, elle est très bonne. Et comme il le dit, c'est pas un mec qu'il faut virer, c'est tout le comité exécutif qui devrait démissionner, c'est tout le système malsain et, j'ai pas peur de dire, diabolique qui se cache derrière. C'est ça qu'il faut éradiquer. Et pour l'instant, on en est loin. Donc quand on se dit qu'on est gouverné par des gens pareils, qui n'en ont rien à faire du football, qui s'occupent plus de leurs intérêts, de leur réputation, d'éliminer leurs ennemis et que sais-je encore, faut pas s'étonner que le football parte en vrille, c'est tout à fait normal. Et encore, je ne vous parle pas de la fameuse année 2024 où il va y avoir un nouveau format de Ligue des Champions, avec encore plus de matchs alors qu'on sait qu'actuellement il y a trop de matchs, donc comment ils vont faire? Ils n'y ont pas réfléchi, Surtout que, sans détailler le format, on va encore plus avantager les gros. Faut déjà être un club très riche aujourd'hui pour gagner la Ligue des Champions. Donc en fin de compte, c'est une Super League déguisée. Pourtant, et c'est paradoxal, mais tous ces problèmes qu'on évoque dans le football, ils ne sont pas irréversibles. Non, ils ne sont pas irréversibles. On peut encore, entre guillemets,
sauver le football. Et c'est pas en créant une Super League comme tonton Pérez le veut. Ce discours, c'est de la com, rien de plus. Je suis désolé si vous êtes fan du Real Madrid, du Barça ou de la Juve, mais les dirigeants de ces clubs se moquent de vous. Tous les arguments qu'ils trouvent pour créer cette Super League, en prétendant que la Super League va sauver le football, je suis désolé, ce sont des mensonges. On a tous des solutions pour éradiquer tous ces problèmes dans le football. Mais qu'est-ce que ça implique ? Que des personnes mal intentionnées s'écartent du monde du football, qu'on programme moins de matchs pour laisser les joueurs respirer. Là déjà, on nettoie pas mal de choses. Mais vous savez quoi ? Rien que ça, c'est impossible. Faut pas se faire d'illusions. Alors j'ose espérer qu'un jour ça change, je veux pas être défaitiste, mais je reste quand même très inquiet. Merci à tous, bye. Dans ce que Max dit, il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est cette idée d'une espèce de dissonance entre ce que les dirigeants du football, les gens qui ont le pouvoir de décider dans le football veulent, une multiplication des compétitions, une multiplication des équipes qui participent aux compétitions, cette idée de la Coupe du Monde à 48 par exemple, ou alors d'une Coupe du Monde des clubs à 32 clubs, et ce que les fans veulent, en grande majorité je pense, et on pourrait même dire ce que les joueurs veulent, ce que les joueurs veulent, pardon. Les joueurs, ils veulent pas disputer toujours plus de matchs, il y a suffisamment de voix dans le football qui s'expriment dans ce sens-là. Et en fait, ce fossé, il grandit parce que les fans, ils ont aucun moyen d'expression, entre guillemets. L'UEFA, récemment, elle a fait un pas en avant. Il y a une association qui s'appelle Football Supporters Europe, et elle a dit qu'elle voulait toujours plus prendre en compte les avis ou les idées qui émanaient de cette association-là, parce que l'UEFA le dit sur son site internet, par exemple, les fans sont la moelle du football européen, c'est eux qui font vivre le football européen. C'est très bien, mais c'est l'un des très 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 rares cas, et à toute petite échelle, parce que je suis pas sûr que Football Supporters Europe ils aient vraiment un poids dans les décisions de l'UEFA, où on se dit peut-être qu'il faudrait écouter les fans. Et en fait, la voix des fans, elle n'est jamais entendue parce qu'il n'y a pas de possibilité qu'elle soit vraiment entendue, il n'y a rien qui est organisé. Si vous prenez même les clubs, souvent, les fans, ils voient juste des propriétaires faire ce qu'ils veulent de leur club, et ils ne peuvent pas faire grand chose, par essayer de boycotter des matchs, mais ça ne fonctionne pas super bien, on a vu ça à Valence par exemple. Les ultras aussi parfois essayent de faire des choses, mais c'est pas vraiment eux qui ont le pouvoir non plus, et même dans les clubs de socios, ces clubs où ce sont les fans qui sont censés diriger, c'est pas tout rose non plus. Parfois on les instrumentalise, les socios, et on leur donne la parole que quand ça nous arrange. Et la deuxième chose que je retiens dans ce que Max dit, ça a à voir avec l'idée qu'on sent qu'il y a quelque chose qui change dans le monde du football actuellement. Max parlait des transferts, du prix des transferts qui s'envolent, et un peu de l'exemple ou du message qu'on véhicule avec ça. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui change personnellement, parce que durant longtemps, je pouvais, entre guillemets, défendre le prix des transferts auprès de personnes qui ne connaissaient pas le football et qui étaient scandalisées. Je leur disais, oui, c'est très très cher, payer 180 millions, 222 millions pour Neymar ou Mbappé, mais quand Brad Pitt il fait un film, c'est un peu la même idée. Il a un cachet immense de plusieurs dizaines de millions de dollars, parce qu'on sait que ça va attirer du monde dans les salles, et que les films vont grimper au box-office et que ça va être rentabilisé. Dans le football, c'est la même chose. Les grands joueurs, entre guillemets, ils coûtent pas très cher parce qu'ils rapportent beaucoup plus que ce qu'ils coûtent. Et là, on voit beaucoup de transferts, on se dit, on sait qu'Anthony va pas rapporter plus que ce qu'il va coûter, on sait qu'Enzo Fernandez il va pas rapporter plus que ce qu'il va coûter, il y a des gens qui ont tellement d'argent et qui sont prêts à investir à perte dans des clubs, que ce soit des clubs État ou juste des propriétaires très très riches qui sont en train de mettre sans dessus dessous le marché actuellement. Salut Todd Boehly. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui change, et ça, c'est pas toujours facile de l'appréhender, je sais pas encore trop comment me positionner par rapport à ça, mais en tout cas, cette rationalité qui prévalait dans le marché des transferts, aujourd'hui, on n'a pas trop l'impression qu'elle est de mise, je dirais. Max, il l'a dit, il a un discours qui est assez pessimiste, et pour contrebalancer, Michael de Talk My Football, lui, il est plus optimiste par rapport à l'aspect qu'il a choisi, vous allez voir. Bonjour à tous, et avant toute chose, merci Elias pour cette invitation. J'ai décidé de choisir comme sujet le traitement médiatique du foot qui me rend optimiste pour l'avenir, parce qu'on le sait aujourd'hui, le football est de plus en plus compliqué à regarder parce qu'on a une multiplication des diffuseurs, parce que c'est extrêmement cher et parce qu'aller au stade peut s'avérer compliqué pour tout un nombre de personnes, et du coup le commentaire du foot est de plus en plus important, et là-dessus j'ai plutôt confiance en l'avenir. Confiance en l'avenir parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on a une multiplication extrêmement importante des canaux de diffusion du commentaire du foot, et qu'elle semble désormais très lointaine l'époque où on était obligé d'acheter par exemple l'équipe, qui était le journal de référence, où on avait
que seulement quelques brides d'informations sur les championnats étrangers. Non, aujourd'hui, on a accès à énormément de contenu sur notre sport préféré, et ça, c'est hyper cool. C'est très bien parce que ça nous ouvre un petit peu notre esprit sur plein de manières d'apprécier le foot. Aujourd'hui, vous allez avoir des créateurs et des médias qui vont être spécialisés dans le scouting, dans la tactique, dans la géopolitique, dans l'économie du football. Et ça, ça fait que tout le monde peut trouver son bonheur, et ça fait aussi qu'on a une expertise qui se développe avec des gens qui sont très pointus dans leur domaine. On a également une spécialisation qui se fait en termes de clubs. Aujourd'hui, si vous avez envie d'entendre parler d'un club de milieu de tableau de première ligue, vous aurez évidemment plus que de simples résultats de match, et vous aurez probablement un podcast dédié, francophone ou anglophone, de passionnés qui vont vous donner chaque détail de ce club. Et ça, ça m'emplit de joie parce que ça fait déjà que le football peut être expliqué et peut être compris de manière bien plus simple que dans le passé. Je dirais également qu'aujourd'hui, on a une plus grande variété de tons dans le football, et ça, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie tout particulièrement. Quand tu étais cantonné avec les émissions de télévision, les émissions de radio ou même les journaux, forcément, tu avais des exigences qui étaient assez pointues sur le fait qu'il ne fallait pas faire de tunnel, sur le fait qu'il fallait parfois équilibrer les sujets, qu'il fallait pas être trop vulgaire, bref, beaucoup de choses qui formataient un petit peu l'information qu'on avait l'habitude de consommer, alors qu'aujourd'hui, on peut trouver chaussure à son pied et on peut forcément trouver une émission qui peut leur à foutre de la manière qu'on apprécie le plus. Et dernier point, je dirais que c'est la multiplication des visages qu'on a. Forcément, si on a de plus en plus de médias et de créateurs spécialisés pour un angle particulier, pour un club particulier, à travers beaucoup de plateformes, on a des nouveaux noms qui apparaissent et des noms qui sont talentueux. Et moi, je trouve ça bien, un peu à la manière dont on reprochait à notre bonne vieille Ligue 1 à une époque de toujours mettre sur les bancs les mêmes entraîneurs. J'avais l'impression que parfois on était un petit peu en vase clos dans les médias, sauf qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'on a de plus en plus de noms connus qui pèsent dans le commentaire du foot et qui apportent quelque chose de rafraîchissant. Et surtout, tout ce que j'ai décrit depuis le début de cet extrait, j'ai l'impression que c'est en train de se développer, qu'il y a de plus en plus de gens qui osent prendre la parole, qui sautent le pas pour faire valoir leur voix et qui sont passionnés par un sujet précis du foot et qui se disent « Hey, pourquoi pas en parler à mon tour ?» Et ça, honnêtement, ça m'emplit d'optimisme et de joie. J'aime beaucoup ce que Michael dit, vraiment, à propos de la démocratisation de la parole, à propos de la possibilité d'avoir accès à toujours plus d'informations, à propos de la possibilité d'avoir accès à des contenus de niche, mais s'ils vous intéressent, vous allez en ressortir grandi dans votre connaissance. C'est tellement, tellement précieux, et ça c'est l'une des choses qui est très positive, et je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit, qui se passe dans le football actuellement. Et c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir une posture un peu plus réfractaire à ça, dans le sens où s'il y a toujours plus de contenu, il y a toujours plus, entre guillemets, à boire et à manger, et on perd peut-être en qualité. Mais c'est pas vraiment ça qui compte, je trouve. J'ai toujours défendu sur cette chaîne que le football, il était pour tout le monde, et que chacun a sa façon de concevoir le football. Certains sont très intéressés par la tactique, et c'est ça qui fait qu'ils regardent des matchs, et c'est ça le sel un peu du jeu pour eux. D'autres, c'est pas du tout ça, d'autres c'est les émotions à fond, d'autres c'est les joueurs, et je trouve pas qu'il y a quelque chose de négatif à supporter un club pour un joueur, ou à supporter un joueur, je sais pas, je peux faire des leçons de supporterisme aux gens. Encore une fois, chacun a sa façon d'appréhender ce sport-là, et c'est très très positif, je trouve, parce que jamais dans l'histoire du sport, il y a eu autant de contenu qui circulait. Et on peut se plaindre du fait que 4-3-3, ils font des contenus qui sont très très généralistes, et il y a un storytelling qui n'est pas toujours correct. On peut se plaindre du fait que ESPN, le compte de football qu'ils ont, ils font la même chose, BR Football, la même chose. Mais je trouve que c'est une posture qui est très élitiste, et encore une fois, chacun devrait pouvoir consommer ce sport. C'est même pas consommer, pouvoir appréhender, profiter de ce sport comme il l'entend. Et la multiplication des contenus, la démocratisation de la parole fait clairement partie de ça. Et c'est précieux, parce que ce qui fait la vitalité du football, c'est à quel point les gens parlent, c'est à quel point les gens peuvent suivre ce sport, à quel point les gens peuvent s'y intéresser, mieux le comprendre, à quel point des belles histoires peuvent être racontées à travers ce sport-là. Et c'est ça qui rend le football vivant, c'est ça qui va faire que le football va pouvoir continuer à être le sport le plus apprécié au monde. C'est ça qui compte pour moi, et Michael, je trouve, il met très bien ça en avant quand il parle du fait que dans les médias, et à côté des médias, il y a toujours plus de personnes qui peuvent parler de ce sport et le faire vivre. C'est Johan Cruyff qui disait, là c'est la petite citation cruyffiste, qui dit que la grande force du football, c'est ça, c'est qu'on en discute, c'est qu'il y a débat, c'est qu'on n'est pas d'accord. Et moi alors, qu'est-ce que j'en pense de l'avenir du football? Est-ce que je suis optimiste ou est-ce que je suis pessimiste? Peut-être à ce stade de la vidéo,
vous aurez compris un peu ma posture. C'est une posture qui est assez pessimiste à propos des instances, des dirigeants, de certains groupes qui ont du pouvoir et qui, à mon avis, œuvrent pas toujours pour le bien du football, ils œuvrent pour leurs intérêts personnels, et sans même devoir remettre en question la probité morale de certaines personnes. C'est juste que, comme dans plein d'autres domaines de la société, il y a des intérêts qui sont antagonistes, et certaines personnes, elles ont le pouvoir, et elles appuient certaines positions qui vont dans le sens de leurs intérêts. Aussi simple que ça. Et à ce niveau-là, je ne suis pas très optimiste parce qu'il y a un tel déséquilibre de pouvoir entre les dirigeants et les fans que je ne sais pas ce qu'on peut faire, nous, de notre côté. Mais là où je suis optimiste pour la suite, c'est qu'il y aura toujours des équipes qui sont fantastiques à avoir joué. Cette saison, Arsenal, je rate aucun de leurs matchs. Cette saison, le Napoli de Spalletti, de Kvaratskhelia, de Simon, combien de personnes il rend heureux? Combien de personnes aiment tellement voir les matchs de ce Napoli-là? Il y a tellement de beaux joueurs qui vont éclore à l'avenir ou qui sont déjà présents et qui sont le futur du football. Les Bellingham, les Hollande, les Mbappé, les Gavi, les Pedri, tous ces jeunes joueurs-là, ils vont créer des fans et on va pouvoir en profiter durant des années. Et la chose qui me rend le plus optimiste, mine de rien, pour l'avenir du football, c'est qu'il y a quelque chose dans l'essence de ce sport qui est tellement grande, qui est tellement incroyable. Ces temps, je suis pas mal le football américain parce que c'est les playoffs et ça fait quelques années que je regarde toujours plus de matchs parce que j'aime ce sport. Et même si j'aime ce sport, il y a tellement de fois je me suis dit mais c'est tellement incomparable avec ce que le football peut nous procurer comme émotion. Cette idée du football où un but fait passer une équipe d'une situation désespérée à une situation rêvée, c'est tout ce qui fait que le football est si fou, c'est tout ce qui fait qu'on stresse autant devant les matchs, c'est tout ce qui fait qu'on crie autant devant les matchs, et ça changera pas. Et ça me rend optimiste quand même pour l'avenir. On peut faire tout ce qu'on veut à ce sport, on peut le triturer dans tous les sens, on peut le maltraiter dans tous les sens. L'essence de ce sport-là, tant qu'on la touche pas, tant que l'équipe qui gagne, elle a besoin juste d'un but de plus que l'adversaire, et un but peut intervenir à tous les moments du match, ça fera que le football restera le meilleur sport à suivre, je pense. Et ça, je suis très très optimiste pour la suite, parce qu'il y a quelque chose qui est inscrit dans l'ADN de ce sport, qui fait que ce sport est... Je vais même pas finir cette phrase, j'ai pas les mots. Juste, ce sport est. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Max et à Michael pour leur intervention. Allez voir leur chaîne, si vous ne connaissez pas leur chaîne, allez-y, je sais pas ce que vous attendez. Je suis tellement content de les avoir sur la chaîne aujourd'hui parce que je les ai suivis depuis presque le début de leur chaîne et je suis trop content de voir que ça se passe super bien pour eux, qu'ils aiment ce qu'ils font, qu'ils arrivent toujours plus à trouver leur ton et leur voix et à apporter une plus-value dans la communauté des personnes qui parlent de football. Bref, c'est trop bien et je suis trop content pour eux et encore merci à eux. Nous on se retrouve comme d'habitude dans une semaine, dimanche 10h, pour une vidéo qui va être assez spéciale, vous verrez. D'ici là, portez-vous bien. Allez, à toutes.